Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Alors on va aborder des thèmes assez variés, votre parcours personnel, l'actualité internationale qui est assez brûlante en ce moment, et puis votre vision du rôle de la France. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez présenter un petit peu votre parcours professionnel, quelles ont été les grandes étapes de votre parcours et comment vous êtes engagé en politique? Quel a été le point de départ? Avec plaisir. Déjà, merci pour cette interview et pour cet intérêt pour les institutions françaises et pour ma personne en particulier. Donc moi, je suis ministre déléguée en charge de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Et donc, je suis ministre depuis peu. J'ai été nommée il y a 6 mois avec le gouvernement Lecornu II. Avant cela, j'étais députée des Français, de ceux qui vivent en Amérique latine et dans les Caraïbes, donc des Français de l'étranger. Et encore avant, j'étais conseillère des Français de l'étranger, mais j'étais surtout avocate en droit international. J'ai exercé pendant 12 ans en tant qu'avocate en droit international et c'est, disons, ma carrière, ma profession en arbitrage plus particulièrement. Donc c'est un cas un peu atypique, en tout cas de personne qui vient du secteur privé et qui se retrouve à faire de la politique parce que je crois beaucoup à l'engagement, je crois au fait de servir son pays et je trouve que c'est une chance, un privilège de pouvoir le faire, donc j'en suis vraiment ravie. Et donc vous disiez que ça fait 6 mois que vous êtes présente en tant que ministre. Concernant l'actualité, comment est-ce que vous faites pour gérer cette situation qui est tout à fait exceptionnelle, donc le contexte international, comme on le sait, qui est assez complexe? Comment est-ce que vous faites pour gérer les rapatriements français, les ressortissants, etc.? Effectivement, je me suis retrouvée à gérer une crise importante parce que c'est une crise régionale. Vous avez, depuis le début de la guerre en Iran, 15 pays qui sont affectés de près ou de loin, mais souvent de très près, par l'instabilité, par les bombardements dans lesquels les populations civiles sont finalement confrontées à cette situation. Et donc, dans ces 15 pays, nous avons 19 consulats et ambassades et nous coordonnons les rapatriements des personnes les plus vulnérables. Nous travaillons aussi évidemment pour établir un dialogue diplomatique avec les différents pays, pour permettre la liberté de navigation, pour permettre au commerce de pouvoir reprendre, parce qu'évidemment cette guerre, elle a aussi un impact sur nous tous, dans la mesure où elle a un impact sur le commerce mondial. Et puis en ce qui me concerne moi, personnellement, en tant que ministre en charge des Français de l'étranger, c'est vraiment informer, protéger, nous assurer que les Français qui sont dans la région restent en sécurité. Il y a plus de 400 000 Français dans la région, beaucoup qui sont installés dans ces différents pays, d'autres qui étaient de passage parce que la guerre a éclaté alors que nous étions en période de vacances scolaires. Donc beaucoup étaient allés en vacances à Abu Dhabi, à Dubaï, à Tel Aviv, à Beyrouth, etc. Et donc de nous assurer qu'ils puissent rentrer en France lorsqu'ils le souhaitent, soit par des vols commerciaux, soit pour les plus vulnérables par des vols que nous avons organisés, si on avait organisé une vingtaine au moment où on se parle, soit évidemment, et de toute façon, nous assurer qu'ils ont les consignes de sécurité pour garantir qu'ils restent en sécurité. Et sur le nombre de ces personnes rapatriées, c'est actuellement, on est à combien de... Alors, il faut faire attention aux chiffres, parce que sur le nombre de Français qui sont rentrés en France, il y a plusieurs dizaines de milliers de Français qui ont pu rentrer. Ce sont des vols commerciaux que nous avons d'ailleurs réussi à négocier. Nous avons augmenté la cadence des vols commerciaux par des compagnies émiriennes notamment. Vous aviez énormément de Français qui étaient en vacances aux Émirats arabes unis. Et donc, ça, c'est une chose. Après, quand on parle de rapatriement, nous, on considère vraiment stricto sensu ceux que nous avons réussi à faire venir en France par le biais de vols que nous avons affrétés. Donc, on a une vingtaine de vols qui ont pu être organisés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, des vols militaires et des vols civils, des vols de compagnie qui ont été organisés exprès, soit des vols militaires. Et donc, dans ces vols-là, nous avons 2250 personnes qui ont pu rentrer. Et ce sont des personnes évidemment vulnérables qui ont été considérées comme telles, des personnes âgées, malades, fragiles ou avec des jeunes enfants, etc. Et dans ce contexte international, on voit aussi que les rapports de force, ils ont été un petit peu remis en cause, bouleversés. Aujourd'hui, la France
qui sont ces vrais alliés? On pourrait se poser la question. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce contexte international, on s'est posé la question. Est-ce que vous pourriez qui sont nos véritables alliés? Nos véritables alliés au final? C'est une bonne question. On est au sein d'une union, d'un groupe régional qui en plus est politique, est très important et très structurant. Et ça, je pense que c'est l'unité de base pour nous, c'est l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on peut être en désaccord avec certains gouvernements de l'Union européenne, on peut avoir des visions divergentes sur tel ou tel sujet. In fine, on est alliés, on a une organisation commune, on a des intérêts communs. Et donc ça, je dirais, qui sont nos amis, qui sont nos alliés, à premier titre, en premier lieu, les pays de l'Union européenne et certains d'ailleurs avec lesquels nous avons des rapports encore plus étroits de par la géographie, de par l'histoire, etc. Ensuite, on le voit dans la plupart des crises, vous voyez se dessiner des coalitions de volontaires ou ce qu'on appelle les like-minded countries, donc les pays qui ont des visions similaires sur le plan géopolitique, etc. Là, vous pouvez avoir des divergences. Vous pouvez avoir des pays de l'Union européenne avec lesquels on a des très fortes divergences sur certains sujets. Et donc, dans ce cas-là, vous avez un groupe différent, plus large, ou en tout cas différent, qui se crée. On est très proche en ce moment, et c'est aussi historique, mais de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, qui aujourd'hui n'est plus dans l'Union européenne. On est très proche du Canada sur un certain nombre de sujets, sur notre vision du multilatéralisme, sur notre compréhension des rapports internationaux. On est proche de beaucoup d'autres pays, y compris de grands pays émergents, avec lesquels on partage ces valeurs-là. Donc je pense qu'il faut faire une distinction entre les peuples et les gouvernements. Donc on peut de manière momentanée être désaligné ou ne pas penser la même chose que tel ou tel gouvernement et pour autant avoir une relation profonde, historique avec un peuple, avec un pays. Et notamment les États-Unis qui ne nous ont pas prévenus de l'attaque en Iran. Alors les États-Unis, c'est typiquement un exemple qui est très intéressant. On fête nos 250 ans d'amitié, de coopération avec les États-Unis. On leur doit la libération avec d'autres pays alliés, mais les États-Unis ont joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a qu'à voir les plages en Normandie. Et de la même façon, nous, on a joué un rôle essentiel dans leur indépendance. Et ils le savent. Et d'ailleurs, quand vous allez aux États-Unis, vous avez Lafayette Square, vous avez des noms d'officiers soldats un peu partout. Donc cette amitié, cette histoire, elle est présente, elle est évidente, elle est indéniable. Sur le fait qu'aujourd'hui, avec l'administration Trump, on ait des divergences de points de vue sur un certain nombre de sujets, c'est aussi une évidence et c'est un parfait exemple de ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le fait qu'on peut être désaligné à certains moments ou avoir une compréhension différente du multilatéralisme, des institutions internationales et pour autant avoir une vraie alliance avec un peuple, avec un pays. Et notamment dans votre travail, vous devez faire de la diplomatie avec beaucoup de pays. Est-ce qu'on peut faire de la diplomatie avec un régime autoritaire? On doit parler à tout le monde. C'est un peu la base de la diplomatie. Si vous parlez que aux gens qui vous ressemblent ou que aux gens qui ont adopté votre mode de gouvernance, votre mode de fonctionnement, vous parlez avec finalement très peu de monde. Aujourd'hui d'ailleurs, si vous regardez la carte du monde, je ne l'ai plus, j'en avais une dans mon bureau, et que vous regardez le nombre de pays qui sont véritablement démocratiques, c'est-à-dire dans lesquels vous avez des élections libres, une pluralité de partis politiques, la liberté d'expression des médias, dans lesquels vous avez toute une série de facteurs qui sont présents, vous avez finalement une minorité d'habitants de cette terre qui vivent dans un régime démocratique. Donc heureusement qu'on parle et qu'on dialogue avec des pays qui ne sont pas démocratiques. Pour autant, est-ce qu'on peut se dire la même chose? Est-ce qu'on peut tout se dire? Est-ce qu'on a des intérêts alignés? Non. Et c'est là toute la subtilité, toute la différence. On le sait, les relations internationales sont de plus en plus complexes, et notamment avec l'Afrique. On a notamment vu des rétributions d'œuvres d'art, notamment au Bénin, en Algérie. Est-ce que l'adoucissement de ces relations passe par ces rétributions d'œuvres d'art? Alors avec l'Afrique, paradoxalement, les relations vont mieux. On a un peu tendance à dire ça va moins bien parce qu'on se focalise sur essentiellement deux crises. On se focalise sur les États de l'AES, donc les États
du Sahel avec lesquels on a véritablement eu un dialogue qui est à un moment très difficile. On a des régimes avec lesquels c'est extrêmement compliqué et on a assumé finalement cette situation. Et on a aussi l'Algérie avec laquelle on a un dialogue qui est aussi complexe, même si les choses évoluent positivement. Et si justement ce dialogue reprend, vous voyez, c'est aussi des situations qui ne sont pas statiques, mais qui sont en mouvement. Mais avec l'immense majorité des pays d'Afrique, des 54 pays du continent africain, on a un dialogue au contraire qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus solide, qui est basé sur une dynamique partenariale dans laquelle on se traite d'égal à égal, dans laquelle on se parle entre pays avec des diasporas qui ont des correspondances. Moi, je vais beaucoup voir les repates, les Français d'origine africaine qui rentrent, les expats, les Français qui vivent là-bas. Il y a aussi les diasporas africaines ici, les diasporas françaises là-bas, même si on les appelle moins les diasporas, mais c'est ça finalement. Donc on a des bonnes relations avec la plupart des pays africains. D'ailleurs, on va avoir un sommet en mai à Nairobi qui s'appelle le sommet Africa Forward, qui sera un moment très important justement pour célébrer cette transformation, ce renouveau de nos relations avec l'Afrique. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a des meilleures relations avec beaucoup de pays africains? C'est parce qu'on a justement décidé d'assumer notre passé sereinement. Enfin, ni moi ni vous n'étions nés au moment de la colonisation, mais pourtant ça fait partie de notre histoire. Donc juste de prendre l'histoire pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une histoire commune, et en même temps de regarder vers l'avenir, parce que c'est surtout ce qui va se passer dans les prochaines années qui vous intéresse, qui nous intéresse, qui m'intéresse moi aussi pour mes enfants. Et ça passe effectivement aussi par des restitutions d'œuvres d'art qui doivent se faire dans un cadre strict, dans un cadre juridique, parce qu'il y a des œuvres d'art qui ont été spoliées, mais il y en a d'autres qui ont été achetées, qui ont été vendues, donc qui sont légitimement la propriété de personnes dans d'autres pays. Et vous avez aussi des intérêts des pays qui réclament un certain type d'œuvres d'art, parce que ça fait partie de leur patrimoine national, culturel. Donc il faut avoir justement ce dialogue exigeant, mais je pense que ça fait aussi partie du renouveau de notre relation avec le continent africain. Et dans un autre registre, concernant les relations avec les pays du Golfe, on sait qu'on a quand même une relation assez particulière avec ces pays-là. Et puis c'est vrai que dans le discours de Villepin, il y a quelques années de ça déjà, on avait pris position assez courageusement concernant la guerre en Irak. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut défendre les intérêts de la France dans le contexte international et dans le conflit qui est tout à fait complexe pardon. Alors, effectivement, dans les pays du Golfe, si on prend la région, là, le Moyen-Orient de manière un peu élargie, encore une fois, je regrette de ne plus avoir la carte que j'avais dans mon bureau jusqu'à il n'y a pas longtemps. On a des Français, je vous disais, on a environ 400 000 Français qui sont dans la région. On a des emprises, à la fois des postes diplomatiques, des ambassades, des consulats. On a aussi des lycées français. On a des alliances françaises, on a des lieux qui appartiennent à l'État français dans ces différents pays, ou alors dans lesquels l'État français a un intérêt, où on a des ressortissants français, etc. Ensuite, on a aussi des bases militaires dans la région. On en a aux Émirats arabes unis, on en a dans d'autres pays. Et on est effectivement mobilisé, présent, y compris avec un porte-hélicoptère, un porte-avions, avec différents dispositifs. On est présent, mais uniquement sur le plan défensif pour protéger nos ressortissants, pour protéger nos emprises, pour protéger nos intérêts et puis pour permettre aussi la réouverture du commerce international. Parce que c'est important aussi pour nos économies et donc pour nos intérêts. Mais comment est-ce que ça s'articule? La France n'a pas changé de position. On reste attaché au droit international, on reste attaché aux instances multilatérales, on reconnaît qu'elles ont des faiblesses, on reconnaît qu'elles ont des fragilités, mais on reconnaît aussi que ce sont les lieux privilégiés pour un dialogue qui est nécessaire, surtout au moment où les tensions montent, surtout au moment où le monde se polarise et se brutalise. On a besoin d'avoir des endroits où on peut se rencontrer et se parler. Sur un registre plus national, comment on trouve sa place en diplomatie lorsqu'on a un président de la République qui est très présent sur ce sujet-là? Ben justement, la diplomatie, tout comme les armées, font partie des attributs du président de la République. Et donc justement, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est de pouvoir articuler l'action du Quai d'Orsay, de ce ministère, avec les priorités du président de la République. Et moi, à titre personnel,
je souhaite aussi être dans la continuité de cette action, la valoriser, parce que le président de la République, lorsque vous allez à l'étranger, vous avez énormément de personnes qui reconnaissent justement le rôle de la France, qui voient comment est-ce que la France a remis la diplomatie climatique sur le devant de la scène, avec notamment la conférence sur les océans, l'UNOC, mais aussi avec son engagement constant. Aujourd'hui, quand vous écoutez parler les grands leaders mondiaux, il y en a très peu qui parlent de ces sujets-là. Et grâce à l'action du président de la République, nous, on continue à le faire. Je vous parlais de notre relation avec l'Afrique qui a beaucoup changé. Et moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose que notre relation évolue, qu'on aille sur une base partenariale d'égal à égal. Et ça, c'est aussi l'action du président de la République. Et puis aussi la prise de conscience qu'un certain nombre de sujets ne peuvent pas se régler individuellement. J'en veux pour exemple le sommet Une seule santé, se dire que la santé humaine est liée à l'environnement et est liée à la santé animale, que ces trois santés finalement sont complètement liées. Ben ça, c'est aussi une certitude, enfin, en tout cas une priorité, disons, du président de la République en s'appuyant sur la science, hein, pas parce que lui l'a décidé. Et ça fait aussi partie de notre action diplomatique. On a une vraie diplomatie en matière de santé. Donc tous ces sujets-là, il y a une vraie articulation entre l'action du Quai d'Orsay et l'action du président de la République. Et je pense que c'est très important qu'à l'international, la France puisse donner cette image d'unité sur ces différents positionnements. Et en dernière petite question, quelles sont vos perspectives d'avenir suite au mandat de Monsieur le Président ? La fin de ce mandat. À la fin de ce mandat. Alors, dans une vie, on est plus longtemps ancien ministre que l'on est ministre. Hein. Même si on est ministre très 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 longtemps, en général, c'est un mandat qui a une durée limitée et c'est normal. Et c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est pas une carrière, la politique, c'est vraiment un mandat et on le fait parce qu'on a envie de servir, parce qu'on a envie d'apporter quelque chose à son pays, parce qu'on est convaincu qu'on peut le faire et qu'à un moment donné de sa vie, on doit le faire et on a l'opportunité de le faire. Donc moi, comme je vous le disais avant, j'étais dans le secteur privé, j'étais avocate en droit international. Je reste avocate d'ailleurs inscrite dans 3 barreaux. Je me suis juste omise pour pouvoir exercer pleinement ces fonctions ministérielles. Mais mon engagement, il passera par d'autres formes. Il y a aussi une volonté de transmission avec mes enfants, avec d'autres jeunes. C'est pour ça aussi que je suis ravie de participer à des débats et répondre à des médias lycéens. Et je pense qu'on peut s'engager de 1000 façons différentes, que l'important c'est vraiment de continuer de le faire, de se parler, de ce dialogue dont on parlait sur la diplomatie. Il faut aussi qu'on l'ait en interne, il ne faut pas qu'on se crispe ou qu'on se polarise. Et d'ailleurs c'est marrant, j'ai ça sur mon bureau, j'ai plus ma carte, mais j'ai les 101 mots de la francophonie, qui est un petit ouvrage collectif qu'on a publié et qui est paru aujourd'hui. Et auquel j'ai participé. Et en fait, dans mon mandat, il y a aussi la francophonie. Et le mot que j'ai choisi, c'est la nuance. Et je vous en parle juste comme ça, parce que vous me posez la question. Pour moi, cette nuance, elle est nécessaire. Il faut la porter dans le débat public. Et je m'efforcerai de continuer à la porter de plein d'autres façons. Mais je pense que ce dialogue, cette façon de se mettre à la place de l'autre et de comprendre qu'il voit le monde différemment, mais que justement c'est ça qui fait la richesse, je pense que c'est important de toujours garder ça à l'esprit. En tout cas, moi, ça guide mon engagement. Merci. Notre échange touche à sa fin. On vous remercie grandement déjà pour votre franchise et puis pour porter la voix française de cette manière-là et puis aussi pour cette interview et du temps que vous nous avez accordé. Mais merci à vous et bravo. Enfin, félicitations pour ce que vous faites. Merci. Moi, je trouve assez génial de s'engager à vos âges et d'avoir envie de transmettre, d'expliquer, de faire cette pédagogie. C'est aussi une forme d'engagement et un engagement très important, donc continuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.